Ma famille m'a mise à la porte d'une fête sous la pluie. Jusqu'à ce que mon mari milliardaire ouvre la porte du manoir. Bonjour, je m'appelle Marjorie. On dit que la famille vous protège. La mienne, elle m'a effacé en silence, dans les discours, dans les diaporamas photos où mon visage était remplacé par celui de ma sœur. Lors d'une fête organisée en l'honneur de mes parents, j'ai été raccompagné dehors sous la pluie comme une intruse, sans place à table, sans nom à l'écran. Et quand j'ai levé les yeux depuis l'allée, trempé et humilié, j'ai vu ma mère regarder par la fenêtre, sans rien faire. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'était de savoir quel nom figurait sur le titre de propriété du manoir. Pourquoi une famille traiterait-elle l'un des siens comme un fantôme? Et que s'est-il passé quand j'ai décidé de revenir par la grande porte? C'était un de ces jours où la lumière du soleil semblait malhonnête, trop vive, trop joyeuse. Savannah avait cette façon d'habiller la douleur d'un douceur printanier, comme si elle pouvait vous convaincre que tout était plus doux que la réalité. Je suis arrivé seul. Les grilles du domaine de l'an étaient déjà ouvertes, mais pas d'une manière qui semblait accueillante. Le fer forgé paraissait plus menaçant que brillant, et le blason familial, notre blason familial, m'était aussi étranger que le nom d'un inconnu gravé dans le marbre. Personne n'est sorti pour m'accueillir. J'ai traîné dans l'allée, sortant lentement de ma voiture, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un, n'importe qui, me fasse signe d'entrer. Rien. Les jardiniers ont fait semblant de ne pas me remarquer. Un des employés de maison a traversé la pelouse avec un plateau de verre et m'a adressé un signe de tête bref et aux lèvres pincées qui frisaient la non-reconnaissance. Je n'étais pas surprise, mais cela m'a quand même frappé comme une gifle familière. J'ai ajusté ma robe, lissant le devant comme le font les femmes quand elles ont besoin d'une tâche pour ne pas perdre pied. Beige, sûr, poli, comme si j'essayais encore d'être la version de moi qu'il pourrait accepter. À l'intérieur de la cour, la musique était légère et dominée par les cordes, une autre couche de faux semblants. Je me suis dirigé vers la table d'enregistrement où une jeune femme aux lèvres brillantes et au badge en forme de feuille de magnolia accueillait les invités. Quand je me suis approché, elle n'a pas levé les yeux tout de suite. « Bonjour », ai-je dit. « Je suis Marjorie Delan. » Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a baissé les yeux sur son presse-papier. Ses doigts ont tapoté rapidement. « Oh, je ne vois pas ce nom ici. Faites-vous peut-être partie du personnel de restauration ou êtes-vous l'assistante d'un invité, peut-être ?» Les mots ne m'ont pas piqué autant qu'ils auraient pu le faire il y a 10 ans. Ces jours-ci, il restait simplement là, lourd. Attendu. « Non, je suis de la famille, ai-je dit, la voix stable. Marjorie, la plus jeune fille de Harland et Eleanor. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant dans ce sourire gêné que les gens arborent quand ils ont déjà commis une erreur mais ne savent pas comment la réparer sans l'aggraver. Bien. Bien sûr. Toutes mes excuses. Je vous en prie, entrez. Elle ne m'a pas offert de badge. Je suis passé devant la table et suis entré dans la salle de bal, en prenant soin de ne pas laisser transparaître sur mon visage le mépris que je ressentais. Ce n'était pas nouveau. J'avais appris il y a longtemps à porter l'invisibilité comme si elle était taillée sur mesure. À l'intérieur, la célébration était déjà en cours. Les verres en cristal s'entrechoquaient. Les rires s'enroulaient autour de la lumière du lustre, et l'odeur de la vieille fortune, parfumée et convenue, flottait dans l'air comme des roses sur le déclin. Mes frères et sœurs étaient assis à la table d'honneur. Vera, comme toujours, était au centre, impeccable, souriant comme si elle était née pour les projecteurs. Elle s'est levée au moment où j'entrais, levant une flûte de champagne dans un arc gracieux. « À la famille, dit-elle, à l'héritage, aux personnes qui ont porté ce nom avec fierté. » Applaudissements, forts, longs. J'ai applaudi aussi, parce que c'est ce que l'on fait. Même quand on sait qu'on n'a pas été inclus dans le toast. Un diaporama a scintillé sur les écrans montés le long des murs. Photos d'enfance, en noir et blanc, polaroïd granuleux, clichés pris sur le vif les matins de Noël, Vera à un récital de piano, Bénédicte à des matchs de football, Calista dans sa robe de bal de fin d'année. J'ai attendu la mienne. Aucune n'est venue. Je me suis rassise sur ma chaise, mes mains immobiles, les doigts croisés. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je faisais l'inventaire. Combien de fois une famille pouvait-elle oublier votre existence avant que vous ne commenciez à vous demander si vous aviez jamais été réel pour eux? Une femme que je ne reconnaissais pas s'est approchée de moi près de la table des rafraîchissements. Sa robe était trop serrée pour son âge et ses yeux trop vifs pour une conversation anodine. « Vous me dites quelque chose, dit-elle. Êtes-vous la fille du traiteur?
Je me suis tourné lentement vers elle, prenant un moment. Non, ai-je dit calmement. Je suis la sœur de Vera. Ses joues ont immédiatement rougi. Oh, je suis désolé. Vous avez l'air si, enfin, peu importe. Elle a ri nerveusement et s'est excusée. Je n'ai pas poursuivi son excuse maladroite. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'air. Je suis sorti sur la terrasse en pierre. Le soleil de l'après-midi s'était adouci, plongeant vers le soir. Il projetait de longues ombres sur le sol en marbre, et pendant un instant, je suis resté là, laissant la chaleur s'installer dans mes os. Ce n'était pas la première fois que j'étais effacé dans une pièce remplie de gens que j'aimais. Mais quelque chose aujourd'hui, c'était plus bruyant, plus délibéré. Les omissions n'étaient plus accidentelles. Elles étaient structurelles, conçues. J'ai pensé aux années où j'avais gardé mes distances, non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que j'étais fatigué de me battre pour une place qui ne m'avait jamais été donnée librement. Mais pas aujourd'hui. Je les avais laissés raconter l'histoire pendant trop longtemps. Je les avais laissés découper mon visage de l'arbre généalogique et l'encadrer de silence. Je les avais laissés décider que j'étais la branche dont personne n'avait besoin. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas juste une autre insulte. C'était une page avant le chapitre que j'écrirais moi-même. Et dans ce chapitre, je ne serais pas silencieuse. Je ne serais pas gracieuse. Je serais honnête. Qu'ils boivent leur champagne. Qu'ils posent pour les photographes et se prélassent dans le fantasme qu'ils ont construit autour d'eux, car la tempête arrivait. Et pour une fois, je n'allais pas rester sous la pluie sans parler. Je suis resté dehors plus longtemps que prévu. Le silence du jardin m'a offert ce que la salle de bal ne m'avait jamais donné, de l'espace. Juste assez pour respirer sans serrer les dents. Quand je suis finalement rentré, les lumières semblaient plus dures, les sourires plus fragiles. Le programme passait au discours. Le personnel se déplaçait silencieusement, remplissant les verres et ajustant les centres de table floraux, et les invités se penchaient plus près de leur table comme pour se préparer à une performance. Les signaux familiers des traditions de la famille Delan se déroulaient comme un théâtre bien répété. J'ai retrouvé ma place, au 3e rang, assez loin pour ne pas être remarqué, assez près pour être mal à l'aise. Puis Vera s'est levée. La pièce s'est ajustée autour d'elle comme si elle avait une force de gravité. Ma sœur était faite pour des pièces comme celle-ci. Sa voix entraînée, sa posture parfaite. Elle a pris le micro comme s'il était né dans sa main. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commença-t-elle, d'un ton chaleureux mais sec. Ce n'est pas une mince affaire que de se rassembler pour célébrer un héritage, ce qui a été construit, ce qui a été sacrifié. Elle a jeté un regard vers Bénédicte et Calista. Ses yeux ont glissé sur moi sans s'arrêter. En tant que fille aînée, j'ai eu le privilège de voir notre famille grandir et évoluer, d'intervenir lorsque c'était nécessaire, de maintenir la cohésion lorsque les temps devenaient incertains. Voilà. Quelques têtes ont hoché autour de moi, quelques « discrets de la table des cousins. Certains d'entre nous, a-t-elle poursuivi, ont porté plus que d'autres. C'est la nature des familles, n'est-ce pas? Nous jouons tous notre rôle. Certains restent, d'autres vont et viennent. Et voilà encore, plus direct cette fois. Celle qui flotte, l'absente, la fille pas tout à fait de l'an. Des rires polis ont suivi. Quelques regards se sont tournés vers moi, puis se sont rapidement détournés. Je n'ai pas bougé. Mes mains sont restées jointes sur mes genoux, mais le bout de mes doigts creusait des croissants dans mes paumes. Si je saignais, je voulais que ce soit en privé. Quand les applaudissements se sont tus, un léger cliquetis a attiré l'attention sur l'écran derrière Vera. La première diapositive d'un montage photo est apparue, Harland, mon père, dans ses jeunes années, se tenant fièrement à côté de Vera lors d'un banquet de charité. Une autre photo a suivi, Calista dans sa toge de remise de diplôme. Puis une de Bénédicte tenant un nouveau-né, son fils, je pense. J'ai attendu. Et puis c'est arrivé. L'image datait d'il y a 10 ans. Mon père se remettant d'une chirurgie cardiaque, affaibli dans son fauteuil. Une jeune femme était agenouillée à ses côtés, lui lisant à haute voix un livre de poche usé. J'ai reconnu le moment instantanément. C'était moi. Sauf que la légende en dessous disait, Vera, apportant du réconfort à papa pendant sa convalescence. J'ai regardé fixement, non pas parce que j'étais choqué, il en faut beaucoup pour me choquer ces jours-ci, mais parce que je regardais mon histoire être réécrite sous mes yeux, recadrée, légendée, revendiquée.
Personne d'autre n'a bronché. Pourquoi l'aurait-il fait? L'histoire avait été si habilement modifiée, le mensonge dissimulé sous un sourire poli. J'ai senti quelque chose se fissurer, pas bruyamment, mais profondément. Alors que les photos continuaient de défiler, une tape sur mon bras a brisé ma torpeur. Une petite voix. Excusez-moi, êtes-vous la babysitter? J'ai baissé les yeux. La fille de Calista, blonde, les yeux vifs, peut-être 5 ou 6 ans, tenant un gobelet de jus et clignant des yeux vers moi avec une sincérité totale. J'ai souri parce que pouvais-je faire d'autre? Non, ma chérie, ai-je dit doucement. Je suis ta tante Marjorie. Oh. Elle a semblé confuse, puis est retournée vers les desserts. J'ai surpris Calista qui regardait de l'autre côté de la pièce. Son visage était illisible, mais elle n'est pas venue, a juste siroté son vin et s'est détournée. Et Éléanore, ma mère, elle était assise au bout de la table d'honneur, le dos droit, les yeux fixés devant elle. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que j'étais revenu, mais je pouvais sentir qu'elle voyait tout. C'était pire que de ne pas être remarqué. Quand la foule a commencé à se diriger vers le buffet, je me suis de nouveau éclipsé, cette fois par les portes latérales qui menaient au jardin. Mes talons cliquetaient légèrement sur le chemin de pierre. La lumière s'estompait maintenant, le début de soirée projetant de longues ombres sur les hortensias. Je me suis assise sur un banc bas sous une arche de glycine. D'ici, le bruit de la fête n'était qu'un murmure, des rires lointains, des vers qui tintent, des échos creux. Dans le calme, mon esprit a dérivé vers les Noëls où seulement 3 chaussettes étaient accrochées à la cheminée, bien qu'il y eût 4 enfants. Vers les bulletins familiaux qui ne mentionnaient jamais la ville où je vivais, même lorsqu'ils indiquaient le code postal de tous les autres. Vers les photos encadrées sur le mur du couloir, chaque frère et sœur par ordre chronologique, sauf moi. La mienne était sur une étagère dans la buanderie à côté des piles de rechange. Il y a des effacements auxquels on s'habitue. Mais ce soir, ce n'était pas un simple oubli. C'était une correction, une révision, un effacement comme politique. Il ne prétendait pas que je n'avais pas d'importance. Il le prouvait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, mais j'ai fini par entendre le bruit de pas, le froufrou des robes de soie passant derrière moi. Le buffet devait avoir ouvert. Je me suis levé, j'ai redressé les épaules et je suis retourné vers la maison. Je ne suis pas retourné à ma place. Au lieu de cela, j'ai longé le bord de la pièce, inaperçu, jusqu'à ce que je trouve la sortie la plus proche. Un petit couloir menait au vestiaire. Je n'avais pas besoin de mon manteau, mais la solitude m'a donné un moment pour reprendre mon souffle. J'ai sorti mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, sauf un texto, Oswald, ça va? Je l'ai regardé fixement. Il savait toujours quand demander, et il n'insistait jamais, ne me faisait jamais expliquer ce que je n'étais pas prête à dire. J'ai tapé en retour, tout va bien, juste beaucoup d'énergie de lent. Puis je l'ai effacé. À la place, j'ai verrouillé l'écran et rangé le téléphone. Ils avaient fait leur discours. Ils avaient raconté leur version de l'histoire, et le public avait applaudi. Mais la performance n'était pas terminée. Pas encore. L'écran brillait toujours de la photo mal légendée quand un léger coup a été frappé à mon épaule. Pas urgent, presque poli. Je me suis retourné, m'attendant à un autre serveur proposant des boissons. Au lieu de cela, c'était l'oncle Griffin, souriant comme si nous allions partager un secret. « Et, Marjorie, dit-il, baissant la voix juste assez pour faire semblant que c'était quelque chose de discret. Ça te dérange de passer à la bibliothèque une seconde? Juste une petite chose pour les archives du domaine. Un truc vraiment mineur. 5 minutes, maximum. 5 minutes. C'est ainsi que toutes les mauvaises idées commençaient dans cette famille. Présentées comme rien. Pas de pression. Pas de chichi. Juste une signature ici, un petit mot là, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous étiez effacé avec votre propre stylo. Pourtant, je l'ai suivi, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je voulais voir ce qu'il prévoyait maintenant. La bibliothèque se trouvait à l'écart du couloir principal, entre le bureau et la véranda. Elle sentait le vieux cuir et les mensonges plus récents. J'avais l'habitude de lire ici quand j'étais enfant, les jambes croisées sous la fenêtre, me cachant entre les livres quand Vera me faisait pleurer. Maintenant, la longue table en noyer était vide à l'exception d'un dossier relié en cuir. Bénédicte était déjà assis. Vera s'appuyait contre la cheminée, les bras croisés,
une jambe élégamment croisée comme si elle s'apprêtait à donner une conférence. « Oh, salut, sœurette » a dit Bénédicte, sa voix aussi lisse que son costume. « Contente que tu aies pu passer. »« On ne m'a pas donné le choix, » ai-je dit, sans sourire. Griffin a ouvert le dossier et a feuilleté quelques pages. « On essaie juste de clarifier les choses pour l'avenir du domaine », a-t-il expliqué. « Rendre les choses plus nettes, moins de chevauchements dans la paperasse. Tu sais comment ces propriétés familiales s'en mêlent. Je ne me suis pas assise. Et que me coûte cette clarté ? » Vera s'est avancée, souriant juste assez pour m'irriter. Rien. Vraiment, c'est juste une formalité. Tu n'es pas vraiment impliqué dans la gestion du domaine, et comme tu as construit ta vie ailleurs. Elle a laissé sa phrase en suspens comme si elle me donnait l'espace d'être d'accord, comme si j'étais censé hocher la tête et admettre que je n'avais pas ma place. Griffin a fait glisser le dossier vers moi. Tiens, c'est un transfert volontaire de supervision. Symbolique, en fait. Ça maintient Bénédicte comme unique fiduciaire. Ça simplifie juste les choses pour quand, tu sais, quand papa mourra. J'ai fini pour lui. Silence. J'ai parcouru les pages. Jargon juridique, clause, division de succession, mais la ligne clé était en gras. La sous-signée Marjorie Delan renonce à tous ses droits actuels et futurs sur la maison Delan, y compris, mais sans s'y limiter, la prise de décision, l'héritage et la présence représentative, avec effet immédiat. Symbolique. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, en continuant de lire. Pourquoi aujourd'hui ? Bénédicte a haussé les épaules. Tout le monde est là. Plus facile de régler ça pendant qu'on est tous au même endroit. Ce n'est pas de la pression, a ajouté rapidement Vera. Juste de l'efficacité. Ils étaient si polis, si désinvoltes, comme si ça n'avait pas d'importance. Comme si je devais être reconnaissante qu'on m'offre une chance de m'écarter proprement. Tu as toujours été un peu plus indépendante, a poursuivi Bénédicte. Et on s'est dit, peut-être que ça te donne de la liberté pendant que nous nous occupons des affaires quotidiennes ici. Je l'ai regardé. Tu veux dire l'héritage, les relations publiques, la chance d'être le héros de l'an ? Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a pas argumenté. J'ai replacé le dossier sur la table, l'ai fermé doucement, et j'ai dit, non. Griffin a cligné des yeux. Non, ai-je répété. Je ne le signerai pas, Vera s'est approchée. Marjorie, ne rends pas les choses difficiles. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas être impliquée dans le domaine. Je n'ai jamais dit que je voulais être effacée. La pièce est devenue silencieuse. Puis Bénédicte a expiré par le nez. Bon, d'accord. Personne ne force rien. On pensait juste proposer. Quelle générosité, ai-je dit, et je suis sorti sans un autre mot. Le temps que je retourne dans la salle de bal, l'ambiance avait de nouveau changé. Un nouveau diaporama avait commencé. Celui-ci était intitulé « Les frères et sœurs Delan à travers les années ». Le titre clignotait en lettres cursives dorées sur l'écran au-dessus de la scène. Une musique douce jouait, une pièce instrumentale qui rendait tout plus romantique que mérité. Je suis resté à l'arrière près des portes doubles. Les premières photos étaient attendues, bébé Vera avec un nœud dans les cheveux, Bénédicte en costume d'Halloween, Calista à son bal des débutantes. Puis est venue une photo en noir et blanc que je n'avais pas vue depuis des années. Mon père était assis dans un fauteuil, le visage pâle de fatigue post-opératoire. Une jeune femme était agenouillée à ses côtés, lui lisant à haute voix un livre de poche, sa main posée sur la sienne. C'était moi. Mais la légende disait, Vera réconfortant papa pendant sa convalescence. Je n'ai même pas bronché cette fois. L'air a quitté mes poumons lentement, non pas par choc, mais par reconnaissance. Ce n'était pas juste une faute d'impression. C'était un remplacement. Ils avaient pris mon image et l'avaient donnée à quelqu'un d'autre. Je suis resté dans l'ombre, regardant les invités murmurer leur approbation, touché par le moment. Certains ont même applaudi. Une autre photo est apparue. Moi encore, cette fois lors d'une collecte de fonds familiale, organisant la table de la vente aux enchères silencieuses. La légende, le travail infatigable de Calista en coulisses. Il ne m'effaçait pas. Il me réutilisait. Vera est passée à proximité avec un verre de vin, faisant semblant de ne pas me remarquer, mais j'ai surpris le mouvement de ses yeux vers l'écran, puis vers moi. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Je ne l'ai pas arrêtée. À quoi cela aurait-il servi ?
Ce n'était pas une bataille que je pouvais gagner par la confrontation. Ce n'était pas une question de bien ou de mal. C'était une question de contrôle du récit. Et pendant des années, je les avais laissés posséder l'histoire. Mais plus maintenant. Je me suis déplacé tranquillement vers le mur du fond, loin de la foule, et je me suis appuyé là, regardant mon propre visage apparaître et disparaître de leur version de notre passé. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Oswald, ça va? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, laissant le son de mon nom, réécrit et rebaptisé, s'installer profondément dans le vide qui avait commencé à se former bien avant aujourd'hui. Ils pouvaient voler mon image. Ils pouvaient me recaster dans leur concours de perfection. Mais la vérité, elle était encore mienne, et bientôt ils en sentiraient le poids. Le trajet du couloir à la réception m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Je ne me suis pas pressé, je n'ai pas traîné les pieds non plus. J'ai simplement avancé d'un pas régulier, portant le silence de cette dernière conversation comme une brique dans ma poitrine. Je les avais prévenus, pas avec colère, pas avec drame, juste avec la vérité. C'était la partie qui déstabilisait Vera, mon calme, la façon dont je l'avais dit comme si c'était déjà décidé. La salle de bal bourdonnait à nouveau. Les serveurs apportaient la dernière tournée de hors-d'œuvre. Les invités commençaient à regagner leur siège. Le soleil dehors s'assombrissait et les lustres commençaient à projeter une lueur dorée sur tout, faisant de leur mieux pour prétendre que c'était encore une célébration. Je n'avais même pas atteint ma table quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y a eu un bref échange entre le régisseur de scène et un membre du personnel. Puis la coordinatrice a jeté un regard autour d'elle, presse-papier à la main, cherchant clairement quelqu'un. Je me suis dirigé vers elle. « Excusez-moi », ai-je dit doucement. Je me demandais s'il serait possible de dire quelques mots. Juste un court message à la famille. Elle m'a regardé avec surprise, clignant des yeux comme si j'avais demandé à animer tout l'événement. « Je suis désolé », dit-elle en vérifiant sa liste. Vera est la seule oratrice prévue pour la soirée. J'ai gardé un sourire crispé. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Elle a baissé les yeux, puis les a de nouveau levés vers moi. Je suis désolé. Cette partie du programme est terminée. Mademoiselle Isolda a été très spécifique. Bien sûr qu'elle l'avait été. Merci, ai-je dit en reculant. Je comprends. Mais je ne comprenais pas. Pas vraiment, parce que je ne demandais pas à faire un discours. Je demandais à exister, à avoir 5 secondes d'antenne, à dire le nom de mon père à voix haute, à reconnaître les années que j'avais passées à soutenir cette famille de manière qu'il n'admettrait jamais. Vera, debout près du bar, a croisé mon regard et a haussé doucement les épaules, comme pour dire « c'est comme ça ». Et Eleanor, ma mère, était assise, immobile comme une statue à sa table. Ses doigts reposaient élégamment sur une flûte de champagne. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Je me suis déplacé sur le côté de la pièce et j'ai pris un verre d'eau, le tenant comme s'il pouvait m'ancrer. Il y avait des poches de conversation qui flottaient, des cousins éloignés discutant de maisons de vacances, quelqu'un dans un coin débattant des adhésions à un country club, et puis je l'ai entendu. D'abord, un ricanement, puis des mots, légers et tranchants. Tu te souviens quand Marjorie travaillait à la réception de ce motel de bord de route? Une voix familière, trop polissée. Une des amies de Vera. Je ne connaissais pas son nom. Juste son genre. Une autre voix s'est élevée plus fort. Oh, totalement. Je veux dire, regarde-la maintenant. Mariée dans un château, pratiquement. Certaines filles trouvent vraiment le ticket d'or. Plus de rire. Je me suis tourné vers la terrasse, laissant la porte vitrée coulissante se refermer derrière moi. L'air extérieur était plus frais maintenant, le crépuscule s'installant. Les haies projetaient de longues ombres sur les carreaux de pierre. Je suis resté près du bord, regardant les lumières du jardin s'allumer. Je n'ai pas bronché à leurs commentaires, mais je me suis souvenu de chaque service de nuit, de chaque client impoli, de chaque heure que j'ai travaillé pendant que Vera posait pour des collectes de fonds et sirotait dans des verres en cristal. Je me suis souvenu de faire du café à 5 heures du matin dans un uniforme trop rigide, faisant semblant de ne pas remarquer quand les clients supposaient que je tenais à peine le coup. J'avais tenu le coup. Ils n'avaient juste jamais regardé d'assez près pour le voir. Je suis resté là un moment, laissant le calme s'installer à nouveau. Finalement, j'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir derrière moi. Des pas doux. Un parfum que j'ai reconnu. Marjorie, a dit Vera. Je ne me suis pas retourné.
Pourquoi ne rentres-tu pas? Les gens commencent à remarquer. Remarquer quoi? Ai-je demandé. Que vous m'avez exclu de ma propre famille. Elle a soupiré. Ne fais pas ça ici. Ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment? Vera a fait une pause. Puis est venue la phrase qui a tout scellé. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu penses que c'est moi qui rends les choses difficiles, ai-je dit calmement. Tout ce que je voulais, c'était 5 minutes pour dire quelque chose de vrai. Tu t'es assuré que je ne puisse pas, je ne me suis assuré de rien, a-t-elle dit trop rapidement. Bien sûr que si. Comme tu t'es assuré de me renommer dans ce diaporama. Comme tu t'es assuré de demander au personnel de ne pas me donner de place à l'avant. Elle a essayé de sourire. Tu dramatises. Non, je suis précise. Elle s'est rapprochée. Marjorie, ne fais pas de cette soirée ton affaire. Je me suis penché, ma voix basse, stable. Ça ne l'a jamais été, mais maintenant ça l'est. Et si tu continues, je reprendrai ce qui est à moi. Tout. Pour la première fois, je l'ai vu. Une fissure en elle. Ses lèvres se sont séparées. Elle a cligné des yeux, cherchant sa condescendance habituelle et ne la trouvant pas. Mais je n'ai pas attendu qu'elle parle. Je suis passé devant elle et je suis rentré, sans même me soucier de regarder si elle suivait. À ce moment-là, le dîner était en préparation. Le personnel déroulait de longues nappes blanches et une musique instrumentale douce jouait en arrière-plan. J'ai regagné mon siège, je me suis assise et j'ai observé la pièce à distance. Je leur avais donné une dernière chance d'être correct. Ils ont choisi l'orgueil. Je n'ai pas attendu de voir la réaction de Vera après être parti. Ce n'était plus le but. Je n'essayais pas de faire une scène ou de commencer une guerre. J'essayais d'en finir une, tranquillement, fermement, finalement. Le temps que je regagne mon siège, le service du dîner avait commencé. Des serveurs en pantalon noir et gilet blanc se déplaçaient gracieusement entre les tables, posant les plats avec une aisance exercée. L'odeur de canard rôti et de pommes de terre à l'ail remplissait la salle de bal, contrastant avec la tension dans ma poitrine. Quelqu'un derrière moi a murmuré un compliment sur les arrangements floraux. Quelqu'un d'autre a ri trop fort à une blague que je n'ai pas entendue. Et puis mon père s'est levé. Le micro a capté le léger froissement de son costume alors qu'il l'ajustait au col. Arlon Delan n'était pas un homme qui parlait souvent en public, et quand il le faisait, c'était généralement bref et préparé, comme une plaidoirie finale. Mais ce soir, il semblait s'attarder au podium, regardant la salle comme un homme contemplant son propre héritage. Je veux remercier tout le monde, commença-t-il, la voix plus profonde que d'habitude. Cette soirée signifie plus que je ne peux le dire. Il ne s'agit pas seulement de jalons ou de domaines. Il s'agit de racines, d'histoire, des gens qui portent votre nom quand vous n'êtes plus là pour le faire vous-même. Quelques hochements de tête polis de la part des invités, un murmure d'accord. Vera, continua-t-il, les yeux fixés sur les siens. Tu as pris tes responsabilités d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Tu as rendu la famille fière. Elle a souri modestement comme si c'était un fardeau qu'elle acceptait gracieusement. Bénédicte, dit-il, tu as géré nos affaires juridiques avec intégrité. J'ai confiance en toi. Bénédicte a fait un petit signe de tête modeste. Calista, a-t-il ajouté, la voix s'adoucissant. Ton cœur a toujours gardé cette famille bienveillante. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, puis a tamponné sous son œil avec une serviette. Puis vint la pause. Chacun de nos enfants, dit-il plus lentement maintenant, a joué un rôle, certains plus présents que d'autres. La pièce ne bougeait pas. Même les fourchettes se sont figées. Je le fixais, sans cligner des yeux, sans respirer. Il ne m'a pas regardé. Cette seule phrase, cet mot, a coupé plus nettement que s'il avait simplement dit mon nom et m'avait laissé de côté. Certains plus présents que d'autres. C'était le rideau final, l'aube tranquille. Il ne m'avait pas oublié. Il avait choisi de m'exclure. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mes mains, bien qu'elles reposaient sur mes genoux. Je ne me suis pas mis en colère, pas immédiatement. Je suis juste resté immobile jusqu'à ce que l'écran derrière lui s'allume à nouveau. Une diapositive est apparue, des lettres cursives dorées glissant sur la projection, merci à nos enfants loyaux. 3 noms, Vera, Bénédicte, Calista. C'était tout. Plus de place pour l'ambiguïté, plus d'espace pour l'incompréhension.
Je ne m'attendais pas à des applaudissements, mais ils sont venus quand même. Léger, maladroit, incertain, du genre qui dit « Je suppose que c'est le moment où nous devons applaudir ». Une femme assise à ma table, dont le nom m'échappait, s'est légèrement tournée et s'est penchée. Sa voix était basse. « Attendez, vous n'êtes pas sur la liste. N'étiez-vous pas celle qui… » Elle s'est arrêtée. Je n'ai pas répondu. Les lumières se sont de nouveau tamisées alors que les serveurs apportaient le dessert. Je me suis levé. Je n'avais pas besoin de plus de sucre. J'avais besoin d'air, d'espace et de distance de chaque mensonge que cette soirée avait essayé de me faire avaler. Mais au lieu de me diriger vers les portes, j'ai fait un choix différent. J'ai marché droit vers Vera. Elle se tenait près du mur de la galerie, riant avec deux connaissances du conseil d'administration du centre d'art local. Elle me tournait le dos quand je lui ai tapé sur l'épaule. Elle s'est retournée lentement, les sourcils levés, le sourire déjà prêt comme une arme. « Marjorie, dit-elle, douce comme le miel. Tout va bien ? » Je n'ai pas élevé la voix. « Tu as eu ton moment, ai-je dit, en la regardant dans les yeux. Je te donne une dernière offre. Arrête ça maintenant. » Elle a cligné des yeux, momentanément prise au dépourvu, puis a incliné la tête. « Et qu'est-ce que j'arrête exactement ? » Le récit, ai-je dit. Cette petite pièce que tu as écrite où je suis invisible, oubliable, celle que tu as si bien jouée pour chaque invité ici. Vera a ri doucement. Marjorie, tu exagères. Personne n'essaie de. Je n'exagère pas. Je réagis. Il y a une différence. Ses lèvres se sont pincées en une ligne. Tu as toujours eu un certain goût pour le drame, a-t-elle dit. Et tu as toujours eu le don de réécrire des choses qui n'étaient pas à toi. Vera a regardé autour d'elle. Quelques têtes s'étaient tournées. La conversation s'était réduite à un murmure. « Que pourrais-tu bien faire » demanda-t-elle, la voix tendue maintenant. « Pas grand-chose, ai-je dit. Juste ruiner tout ton récit avec un seul document. » Cela a effacé le sourire de son visage. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et je suis parti. Mais pas mesuré, chacun plus fort que le silence qui avait suivi le toast de mon père. Les gens ne m'ont pas arrêté, mais ils ont regardé, et je les ai laissés faire. Si le silence m'avait valu cet effacement, peut-être était-il temps qu'ils se souviennent de ce qui se passait quand je cessais d'être silencieuse. Il y a quelque chose dans le fait d'être regardé à travers une vitre qui rend une personne moins humaine, comme si vous étiez une scène dans une pièce de théâtre, pas quelqu'un avec du sang dans les veines. Alors que je me tenais sur le chemin de gravier à l'extérieur du domaine de l'an, trempé jusqu'aux os, j'ai levé les yeux vers cette large et brillante fenêtre du 2e étage. Vera se tenait là, immobile, son verre de vin à la main, et à côté d'elle, Éléanore, ma mère. Aucune des deux n'a bougé. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas bronché. J'ai juste laissé la pluie faire ce qu'elle était venue faire. Elle avait commencé comme une bruine quand je suis sorti, un léger tapotement sur mes épaules, une brise dans mes cheveux. Le temps que j'atteigne le bout de l'allée, c'était une averse. Mes talons ont légèrement glissé sur la pierre. Ma robe beige me collait comme une seconde peau, mais je ne suis pas retourné en arrière. Je suis resté immobile un instant, juste assez longtemps pour sentir le froid s'installer sous ma peau. Puis j'ai pris mon téléphone. L'écran s'est illuminé d'une douzaine de notifications manquées. Rien de ma famille, bien sûr, une alerte météo, un rappel de banque, une notification d'actualité, et Oswald. J'ai tapé son nom. Il a décroché à la 2e sonnerie. Marjorie. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Je suis devant le domaine de l'an, ai-je dit. Ils m'ont mise dehors. Une pause. Pas de choc. Ils ne me donnaient jamais ça. Juste un souffle de silence comme s'ils me laissaient l'espace de continuer. C'était Vera, ai-je ajouté. Bénédicte a appelé la sécurité. Je n'ai pas attendu qu'il me traîne. Je suis sorti moi-même. Une autre pause. Envoie-moi ta position, a-t-il dit. J'arrive. C'était tout. Pas de questions, pas de jugement. Je lui ai quand même envoyé l'adresse par texto, même s'il était venu ici une douzaine de fois. En baissant mon téléphone, j'ai remarqué une silhouette debout sous l'auvent près de l'entrée principale. L'agent de sécurité, pas un des habituels, probablement engagé pour l'événement. Il avait l'air mal à l'aise, pas froid, juste troublé. « Je suis désolé, madame »
a-t-il dit, la voix basse mais sincère. On m'a dit. Je sais, ai-je dit, le coupant gentiment. Vous faites votre travail. Il a eu l'air à la fois soulagé et honteux. J'ai proposé de sortir, ai-je ajouté. Ce n'était pas de votre fait. Il a fait un petit signe de tête. Quand même. Ça ne semblait pas juste. J'ai acquiescé. Puis je suis passé devant lui, descendant l'allée de gravier, dépassant les voitures garées qui bordaient le domaine. La pluie avait trempé mes chaussures. Mes boucles étaient ruinées. Mon mascara devait ressembler à de la peinture de guerre. Tant mieux. Qu'ils voient ce qu'ils ont créé. Au bout de la longue allée, je me suis appuyé contre le pilier en pierre de la grille, laissant les gouttes de pluie couler sur mon visage. Je ne pleurais pas. Pas encore. Mais je me décomposais tranquillement, pensivement. Ce n'était pas la première fois qu'il me mettait à l'écart de quelque chose qui était censé m'inclure. Mais c'était la première fois qu'il le faisait devant des inconnus. La première fois qu'il le rendait officiel. Marjorie Delan, indésirable, non invitée, et maintenant démasquée. J'ai fermé les yeux. La tempête était plus forte maintenant. Le vent s'est levé, tirant sur les arbres qui bordaient la clôture du domaine. Quelque part sur la route, une voiture s'approchait, ses phares peinant à percer le rideau d'eau. Je me suis avancé légèrement. La voiture noire et élégante a ralenti en approchant de l'entrée. La vitre côté passager s'est baissée. Monte, a dit Oswald. Il n'a pas crié, n'a pas demandé, a juste offert. J'ai ouvert la portière et je me suis glissé à l'intérieur, laissant goûter l'eau de pluie sur les sièges en cuir. Il n'a pas bronché. Il s'est penché derrière moi, a retiré son manteau et l'a drapé sur mes épaules. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Lui non plus. Il n'en avait pas besoin. Finalement, je me suis tourné vers lui. Ils m'ont humilié, ai-je dit, publiquement. Délibérément. Il a expiré, les mains toujours sur le volant. Je sais, a-t-il dit. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de savoir. Il s'est éloigné du trottoir, les essuie-glaces balayant le pare-brise par coups rythmiques. Tu ne méritais pas ça, a-t-il dit après un moment. Et ils le regretteront. Je n'ai pas besoin qu'ils le regrettent, ai-je répondu. J'ai besoin qu'ils me voient. Oswald a hoché la tête. Alors nous ferons en sorte qu'ils te voient. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs pâtés de maison, la tempête brouillant tout à l'extérieur des fenêtres, les arbres courbés sous le vent, les lampadaires vacillant comme des lucioles mourantes. J'ai reposé ma tête contre le siège, sentant la chaleur de son manteau s'infiltrer dans ma peau. Puis il a dit doucement, « Veux-tu y retourner ?» J'ai ouvert les yeux, regardant droit devant. « Oui, » ai-je dit, mais pas pour supplier, pour leur rappeler ce qu'ils ont jeté. Oswald a hoché la tête une fois. « Alors allons-y, » a-t-il dit, et il a fait demi-tour. Alors que le manoir réapparaissait à travers la tempête, mon pouls est resté stable. Je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas honteuse. Je sentais que quelque chose se mettait enfin en place. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils avaient oublié qui j'avais épousé et ce dont j'avais hérité. Le silence à l'intérieur de cette salle de bal n'était pas vide. Il était lourd, chargé. Une pièce remplie de gens qui retenaient leur souffle en prétendant que ce n'était pas le cas. Le genre de calme qui n'est pas une absence, mais une tension, une pause avant que la tempête ne change de direction. J'ai avancé lentement. Le manteau d'Oswald toujours drapé sur mes épaules, humide mais chaud. Sa main avait lâché mon bras au moment où nous passions le seuil. Il ne me guidait pas. Il n'en avait pas besoin. Je savais exactement où j'allais, et je savais dans quoi je m'engageais. Les lumières ne s'étaient pas tamisées. Les lustres brillaient toujours comme si rien ne s'était passé. Mais l'air avait changé. Les conversations se sont figées en pleine phrase. Les fourchettes sont restées en suspens. Et Vera, Dieu bénisse ses instincts polis, s'était déjà tournée vers nous, une main figée autour de la tige de sa flûte de champagne. Elle a glissé. La tige s'est brisée contre le sol en marbre, le son plus strident que n'importe quel cri de surprise. Quelques têtes se sont tournées. Quelqu'un a murmuré « Oh non !» Et puis la voix d'Oswald a traversé la pièce, calme, froide, claire. « Bonsoir », a-t-il dit. « Je crois que vous avez oublié d'honorer quelqu'un d'important. » Il s'est écarté et j'ai marché. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas hésité.
J'ai marché comme si j'étais censé être là parce que je l'étais. J'ai marché comme si j'avais ma place dans cette pièce à ce moment-là parce que c'était le cas. Et chaque personne dans cet espace, chaque invité, chaque cousin, chaque collègue qui avait poliment ri de l'histoire révisionniste de Vera, était sur le point de se rappeler exactement qui j'étais. Le cliquetis de mes talons a résonné contre le silence. Je me suis arrêté juste avant la table principale, à quelques mètres de Vera, qui était maintenant figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes, tenant toujours la base brisée de son verre comme un trophée. Eleanor était assise à côté d'elle, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne me regardait pas, mais sa mâchoire était crispée. J'ai regardé à travers la pièce. Le diaporama était toujours en pose derrière eux en pleine transition, mon visage se fondant dans celui de Calista sur une image fixe. Approprié. Je ne suis pas ici pour faire une scène, ai-je dit doucement, mais assez fort pour que chaque personne entende. Je suis ici pour récupérer ce qui est à moi. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de halètement, juste le léger grincement de quelqu'un qui s'ajuste sur sa chaise. Vera a finalement parlé. Sa voix s'est brisée sur le premier mot, mais elle l'a vite dissimulé. Marjorie, commença-t-elle avec ce ton mielleux réservé au contrôle de l'embarras public. Ce n'est pas le moment. Non, ai-je interrompu. Ce n'est pas ton moment. Tu l'as eu. Chaque moment organisé, chaque souvenir fabriqué, chaque photo que tu as recadrée, légendée et rebaptisée. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Ce n'est pas une bataille, ai-je poursuivi. C'est un rappel. J'ai fouillé dans la poche intérieure du manteau d'Oswald et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée des semaines auparavant. Je l'ai tenue en l'air, pas de manière théâtrale, juste visiblement, et je me suis dirigé vers la table du responsable de l'événement. Ceci est une copie des documents de participation majoritaire pour la maison de Lan, ai-je dit, en la posant doucement. Transféré à moi par Clota Braxley en 2008, légalement notarié et enregistré. Vous trouverez les références du titre de propriété dans la page de signature originale à l'intérieur. La femme a cligné des yeux. Le visage de Vera s'était vidé de sa couleur. J'ai laissé mon nom être effacé de vos discours, de vos diaporamas et de vos cartons de table, ai-je dit, me tournant à nouveau vers la salle. Mais je ne serai pas effacé de la propriété qui porte le nom de ma famille. Quelqu'un au fond a chuchoté, elle est propriétaire de la maison. J'ai souri. Juste un peu. Pas seulement la maison, ai-je répondu. La fiducie, la terre, l'héritage. Bénédicte s'est levée maintenant, essayant de reprendre le contrôle de la pièce. Ses mains étaient tendues, paumes vers le bas, comme s'il parlait à un jury. Marjorie, dit-il, la voix égale. Ne transformons pas cela en quelque chose que ça ne doit pas être. C'est déjà ce que c'est, ai-je dit. J'ai juste supprimé votre capacité à prétendre le contraire. Calista, Dieu bénisse son cœur conflictuel, avait l'air de pouvoir s'évanouir, mais elle n'a pas dit un mot. Je n'expulse personne, ai-je ajouté. Personne n'est mis à la porte, mais les règles changent. Quelles règles, a claqué Vera. Son masque s'est complètement fissuré. Je me suis tourné vers elle, la voix toujours calme. Les règles qui disent que tu peux réécrire l'histoire et que personne ne te corrigera. Les règles qui disent que l'humiliation est une tradition familiale. Les règles qui disent que la sœur silencieuse n'a pas le droit de parler. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Pas vide. Chargé. Et puis je suis passé devant eux. Pas en m'éloignant. À travers. Je suis passé devant Oswald, qui n'avait pas bougé de sa place. Il m'a fait un signe de tête, cette même présence stable qu'il a toujours été. J'ai glissé ma main dans la sienne une brève seconde. Puis j'ai lâché. J'ai traversé la foule, les gens s'écartant à mon passage, certains chuchotant encore, d'autres faisant semblant d'ajuster des serviettes, et je me suis dirigé vers les portes d'entrée. Je ne partais pas dans la honte. J'entrais dans mon histoire. La porte qui s'était autrefois fermée derrière moi est restée ouverte. Je n'avais besoin de personne pour la tenir. Et pour la première fois de la soirée, peut-être pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti vu. Pas comme l'assistante, pas comme la pensée après coup, comme la femme légitime de cette maison. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de la salle de bal. Je n'en avais pas besoin. Certains moments sont si définitifs qu'ils ne nécessitent pas de confirmation. Ils s'installent dans l'air comme de la pierre, immuable, inamovible, connue. Oswald attendait juste après l'entrée,
non loin de la table de réception qui avait un jour agi comme si je n'existais pas. Il n'a rien dit, s'est simplement mis à côté de moi alors que nous atteignions à nouveau le centre de la pièce. Cette fois, je n'ai pas hésité. Je me suis dirigé vers le bord de la scène où se tenait l'organisatrice de l'événement, à moitié cachée par un arrangement floral sur pied. J'ai posé l'enveloppe manie sur son presse-papier, doucement mais délibérément. Ce sont mes documents de propriété, ai-je dit, la voix stable. J'ai hérité de la participation majoritaire dans ce domaine de ma grand-mère, Clotta Braxley. Les originaux sont classés chez notre avocat de famille. Ce sont les copies certifiées conformes. Sa bouche s'est ouverte, ne sachant si elle devait hocher la tête, poser une question ou simplement disparaître. Derrière moi, un bruissement. Vera avait commencé à bouger, sa voix commençant à peine à s'élever en objection. Mais Oswald s'est avancé avant qu'elle ne puisse dire un mot. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Cette enveloppe, a-t-il dit, s'adressant à la salle aussi calmement que s'il lisait un bulletin météo, est juridiquement contraignante. Toute tentative d'interférence sera traitée par l'intermédiaire d'un avocat. Vera est restée immobile. Ses mains, crispées autour d'un autre verre de champagne, tremblaient juste assez pour que je le voie. Je me suis retourné vers la foule. Je suis resté silencieuse pendant d'innombrables dîners, événements, vacances. J'ai souri quand vous riez d'histoires réécrites à mes dépens. J'ai applaudi quand on m'a laissé de côté. Et j'ai donné à cette famille toutes les occasions de me traiter avec dignité. J'ai pris une profonde inspiration. Ce soir, j'ai vu mon nom effacé à nouveau, cette fois devant une centaine de personnes. Et donc, ce soir, je le récupère. J'ai fait un geste vers l'organisatrice, puis vers l'écran toujours suspendu au-dessus de la scène. Il n'y aura plus de photos modifiées, plus de diaporamas où je suis recadré, mal légendé ou remplacé. Plus de discours où mon père oublie l'enfant qui lui a tenu la main pendant sa convalescence. Plus de cartes d'anniversaire envoyées un mois en retard. Plus d'invitations où je suis une note de bas de page ou une formalité. La mâchoire de Vera s'est crispée. Tu rends ça personnel. C'est personnel, ai-je répondu. C'est un domaine familial, Vera. C'est aussi personnel que possible. La tension dans la pièce avait changé. Je pouvais la sentir. Les invités qui avaient passé des décennies à siroter des cocktails et à chuchoter des jugements semblaient maintenant incertains, mal à l'aise, comme si peut-être, juste peut-être, ils commençaient à voir quelque chose qu'ils ne s'étaient pas permis de voir auparavant. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité, le même qui m'avait escorté dehors il y a à peine une heure. Vous suivez les ordres, lui ai-je dit. Mais la prochaine fois, je vous suggère de réfléchir à qui ces ordres protègent. Il a hoché la tête lentement, puis a baissé les yeux, et sur ce, j'ai descendu l'allée centrale de la salle de bal et je suis sorti par les portes principales. Aucun applaudissement n'a suivi, mais le silence l'a fait. C'était suffisant. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Le pavé scintillait encore sous les lumières, luisant mais apaisant. Oswald m'a suivi jusqu'à la voiture, mais avant que nous ne montions, un mouvement a attiré mon attention. De l'autre côté de l'allée circulaire, un groupe de personnes se rassemblait, caméra, microphone, flash, la presse. J'ai fait une pause. Je ne les avais pas prévus. Une femme s'est avancée, quelqu'un que j'ai reconnu de l'émission matinale locale. Marjorie Delan, a-t-elle appelé, marchant vivement vers moi. Est-il vrai que votre sœur vous a fait expulser de votre propre domaine familial? Vera l'avait divulgué. Ou quelqu'un dans la salle l'avait fait. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Contrôlez le message avant que la vérité n'éclate. Je n'ai pas bronché. Oui, ai-je dit simplement. C'est vrai. Avez-vous une déclaration à faire au public? J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra et j'ai parlé sans répéter. Pendant longtemps, j'ai pensé que le silence signifiait la grâce, que si je restais silencieuse, j'étais noble. Mais il n'y a rien de noble à laisser les autres construire leur histoire en détruisant la vôtre. Oswald a posé une main légère sur mon dos. Je me suis tourné vers lui, j'ai hoché la tête, puis je suis revenu vers la presse. Il n'y aura pas d'autres commentaires ce soir, ai-je ajouté. Bonne nuit. Nous sommes montés dans la voiture et la foule s'est écartée alors que le chauffeur s'éloignait. 2 jours plus tard, les gros titres étaient partout, une sœur de la haute société évincée de son propre domaine, l'héritage de la famille Delan ébranlé par une révélation sur la succession, effacé, puis réintégré, Marjorie Delan dit sa vérité. Je n'ai pas lu les articles,
pas entièrement, mais j'ai vu les retombées. Les contrats de relations publiques de Vera l'ont lâché. Son siège au conseil d'administration de la société historique a été discrètement révoqué. Son palais des glaces soigneusement construit s'était brisé au reflet d'une seule vérité. Et moi, j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses se fissurent. J'ai créé quelque chose. J'ai rencontré une organisation à but non lucratif spécialisée dans le soutien aux femmes éloignées de systèmes familiaux toxiques. J'ai écouté leurs histoires. Je leur ai donné la mienne. Et quand ils m'ont demandé pourquoi j'étais intéressé à financer une retraite pour les survivantes, je leur ai dit la vérité. Parce que parfois, la famille ne vous brise pas en un instant. Elle vous brise au fil du temps, pouce par pouce, silence par silence, jusqu'à ce que vous oubliez que vous valez quoi que ce soit. Alors je leur ai donné le domaine. Pas symboliquement, légalement. J'ai transféré mon héritage dans une fondation portant le nom de ma grand-mère. La même femme qui, bien avant tout le monde, m'a vu pour ce que j'étais vraiment. Une femme digne d'être rappelée. Une femme qui n'a pas besoin de demander la permission d'exister. 2 ans, c'est assez long pour que la douleur s'apaise. Pas pour qu'elle disparaisse. Pas pour qu'elle s'évanouisse dans le néant. Juste pour qu'elle se dépose comme un sédiment dans le lit d'une rivière. Toujours présente, mais ne remuant plus à chaque pas. J'ai déménagé à Tibet Island 6 mois après la confrontation du domaine. Je n'ai pas écrit de lettres. Je n'ai pas envoyé de messages de groupe. Je ne me suis pas assise en face de quelqu'un pour demander la permission. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Plus maintenant. Oswald a compris avant que je ne dise un seul mot. Il m'a regardé le lendemain de la décision, a vu la façon dont je me tenais près de la fenêtre, les doigts enroulés autour du bord du rideau comme s'il pouvait me maintenir droite, et a simplement dit « l'air salin aide ». Alors, je suis parti à sa recherche. Ce que j'ai trouvé, c'est un cottage jaune pâle à quelques pas du rivage. Un seul étage, une véranda qui fait le tour et qui grince dans le vent. Des volets de la couleur du verre de mer, fissurés par endroits mais toujours accrochés. Il n'y avait pas de sol en marbre, pas de serviettes monogrammées, pas de nom gravé sur des piliers de pierre comme il y en avait au domaine de l'An. Cette maison n'avait pas besoin d'un nom pour prouver sa valeur. Mais dans mon esprit, je l'ai nommé quand même « le seuil de la miséricorde ». Les murs à l'intérieur étaient peints de bleu doux et de blancs usés. Au lieu de portraits de familles sélectionnés pour les photos de presse, j'ai accroché des trouvailles de brocante et des œuvres d'étudiants, des toiles avec des histoires encore brutes dans leurs coups de pinceau. Rien dans cette maison n'essayait d'être parfait. Et j'aimais ça. J'aimais qu'elle ne fasse aucune promesse qu'elle ne tenait pas. Les livres vivaient en pile près des rebords de fenêtres, leur dos décoloré par le soleil et bien aimé. Au-dessus de l'évier de la cuisine, des bouquets de lavande séchée pendaient d'une poutre que j'avais teinte moi-même. Chaque matin, je préparais mon café avec de la vraie crème. Fini le café de motel remué avec un bâtonnet en plastique. Fini le thé servi sur des tables polies par des gens qui n'étaient gentils que lorsque d'autres regardaient. J'enseignais 2 matinées par semaine au centre communautaire local. Des cours d'art pour les femmes qui essayaient de recommencer, divorcées, veuves, survivantes de 100 choses innommées. Des femmes qui portaient des bleus invisibles et souriaient un peu trop fort. Et moi. Nous n'étions pas brisés. Nous étions juste fatigués d'être invisibles. Oswald venait le week-end. Il restait dans la chambre d'amis, non pas parce qu'il y avait de la distance entre nous, mais parce que cette maison avait été construite comme un refuge solitaire, et il respectait cela. Il n'a jamais demandé s'il pouvait emménager, n'a jamais essayé de réparer, d'organiser ou d'arranger les choses. Il arrivait avec des courses, me faisait rire et laissait de la place au silence. Quand le passé revenait, il ne s'en détournait pas. Il le laissait simplement arriver et s'asseoir un moment, comme le temps qu'il fait. Puis il passait. C'est par une soirée de ce genre, juste après qu'un orage de printemps eut traversé, laissant les fenêtres mouchetées de pluie et le ciel strié d'argent, que quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Je n'attendais personne. Le coup était léger mais insistant. J'ai ouvert la porte pour trouver une jeune femme debout sur le porche, humide sur les bords, les cheveux collant légèrement à son front. Elle ne semblait pas avoir plus de 20 ans, peut-être moins. Dans ses bras, elle serrait un grand portfolio, les bords usés par le voyage. Sa voix tremblait. « Vous êtes Marjorie Delan. » J'ai hoché la tête lentement. Elle a pris une profonde inspiration. On m'a référé ici par la fondation. Ils ont dit que si j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elle n'a pas terminé sa phrase.
Elle n'en avait pas besoin. Je me suis écarté et j'ai ouvert la porte plus grand. Entrez. Elle est entrée comme quelqu'un qui pénètre dans une pièce qu'elle pensait pouvoir disparaître. Je lui ai tendu une serviette et l'ai conduite au canapé. Elle sentait légèrement le sel et la ville, quelqu'un qui n'avait pas fait de pause depuis des semaines. Elle tenait le portfolio comme s'il pouvait la faire flotter. « Je suis désolée, dit-elle, la voix petite. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai entendu ce que vous avez fait pour le domaine, la façon dont votre famille vous a traité. Je ne pensais juste pas que des gens comme vous existaient. » J'ai souri doucement. La plupart des gens n'existent pas jusqu'à ce qu'ils le fassent. Nous nous sommes assises. La pluie avait repris, douce maintenant, plus dramatique, juste régulière, comme un souvenir. Elle m'a raconté son histoire morceau par morceau, d'avoir été déshéritée parce qu'elle refusait d'épouser l'homme que son père avait choisi, d'avoir été effacée lors de dîners, de photographies de famille où elle se tenait autrefois, remplacées par des arrangements floraux, de regarder son jeune frère hériter de sa maison pendant qu'on lui tendait le silence et les clés d'une voiture sans essence. Elle ne pleurait pas, elle ne rageait pas, elle parlait juste comme quelqu'un qui essaie de se prouver que l'histoire lui appartient toujours. Et j'écoutais, non pas pour réparer, non pas pour commenter, juste pour témoigner. Quand elle a fini, elle m'a regardé, non pas avec attente, mais avec peur. Le genre qui demande, ai-je survécu de la bonne manière? Comment avez-vous survécu à ça, a-t-elle demandé. Sa voix était à peine un murmure. La question n'était pas pour l'inspiration. C'était pour la survie. J'ai laissé le poids de cette question s'installer. Puis j'ai répondu de la seule manière que je connaissais. On ne survit pas à ça, ai-je dit doucement. On reconstruit autour. Elle a cligné des yeux. J'ai continué. La blessure reste, mais la force aussi. On apprend à cesser de saigner pour des gens qui n'ont même jamais remarqué qu'on était ouvert. Elle a regardé ses mains. Je pensais que c'était juste moi. Ce n'est jamais juste toi, ai-je dit. Mais on a toujours l'impression que c'est le cas. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et je suis revenu avec 2 tasses de thé, camomille avec du miel. Elle a pris la sienne comme si c'était un cadeau qu'elle ne pensait pas mériter. Nous sommes restés assises en silence, mais cette fois, ce n'était pas vide. C'était plein. Finalement, elle s'est levée, le portfolio toujours à la main. Merci, dit-elle, en sortant dans la soirée brumeuse. Je l'ai regardé disparaître dans le brouillard, sa silhouette se fondant dans la pluie. Plus tard dans la nuit, je me suis assise à mon bureau avec une page blanche devant moi. La fenêtre tremblait doucement, le vent léger contre la vitre. Et j'ai écrit une lettre, non pas à Vera, non pas à Eleanor, à moi, à la version de moi-même qui a un jour supplié d'être remarquée, qui a un jour cru que l'amour devait se mériter en restant silencieuse. Chère Marjorie, merci de ne pas leur avoir laissé le dernier mot, d'être partie, d'avoir survécu, d'avoir choisi le genre de paix qui ne vient pas avec les applaudissements, et d'avoir planté quelque chose de nouveau là où ils ont essayé de semer le sel sur la terre. Je l'ai signé, plié, glissé dans un tiroir, non pas comme un adieu, mais comme un marque-page. Le feu ne m'a pas détruite. Il a illuminé la route. Parfois, le point final n'est pas prononcé dans un tribunal. Parfois, il ressemble à une lumière de Porsche sous la pluie, à une tasse de thé chaude partagée avec une inconnue, et au son de votre propre voix qui ne demande plus la permission. Parfois, la justice est simplement ceci, vous êtes toujours là et vous êtes enfin libre. Parfois, la décision la plus difficile n'est pas de tenir tête aux autres. C'est de s'éloigner et de ne jamais regarder en arrière. Marjorie n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait besoin de paix. Et quand elle s'est choisie elle-même plutôt que leur approbation, ce fut la vraie victoire. Avez-vous déjà dû choisir la distance plutôt que la famille? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et si des histoires comme celle-ci parlent à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits authentiques de force tranquille, de rédemption et de dignité retrouvée.